Bonsoir à toutes et à tous. L'Europe ne peut plus compter que sur elle-même pour sa sécurité. Les Européens ont été comme sonnés d'apprendre mercredi soir le rétablissement des relations entre les États-Unis et la Russie. Donald Trump et Vladimir Poutine ayant même prévu de s'inviter mutuellement à Moscou et à Washington. Un président Trump qui semble avoir tout lâché au président russe, alors que les États-Unis ne font plus mystère de vouloir se désengager des affaires européennes. C'est donc toute la sécurité du vieux continent qui est à reconstruire face à une Russie qui, je cite les services secrets danois, pourrait lancer une guerre à grande échelle en Europe d'ici 5 ans. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « États-Unis-Europe, la fin d'une alliance de 80 ans » avec un point d'interrogation. Pour répondre à votre question, nous avons le plaisir de recevoir le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur d'Un monde à l'autre, c'est chez Robert Laffont. Bonsoir. Isabelle Lasserre, bonsoir. Vous êtes correspondante diplomatique au Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique. Je cite votre article, Donald Trump ou la tentation du tête-à-tête avec Poutine. Marie Gégaud, vous êtes journaliste pour Le Monde, pour lequel vous avez été correspondante à Moscou de 2005 à 2014. Et François Baudonnet, rédacteur en chef de la rédaction européenne à France Télévisions. Merci de participer à cette émission en direct. Je vous propose pour commencer d'écouter ces mots plein de gravité du député européen Raphaël Glucksmann. C'était ce matin et pour lui, nous assistons tout simplement à la fin d'une alliance historique qui a été mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On l'écoute. C'est 80 ans de paix en Europe qui sont en train d'être mis par terre par le président américain. Nous, on a vécu dans un continent en paix qui est lié à un tabou. Un tabou. On n'a pas le droit d'envoyer ses troupes changer les frontières et annexer le territoire de son voisin. Eh bien ça, c'est fini. Et Raphaël Glucksmann fait également ce parallèle avec l'histoire du XXe siècle. Ce qu'on est en train de vivre, ça s'est déjà produit dans notre histoire. En 1938, à Munich, qu'est-ce qui s'est passé? On a négocié, les Français, les Anglais, avec Hitler, l'avenir de la Tchécoslovaquie, alors que les dirigeants tchécoslovaques étaient dans les corridors. Isabelle Lasserre, donc 2 déclarations choc. La première, la fin d'une alliance de 80 ans. Écoutez, c'est tout à fait possible si Donald Trump continue en fait à épouser les méthodes des autocrates que les États-Unis ont longtemps dénoncé. C'est-à-dire que quel que soit l'avenir de la guerre en Ukraine et quel que soit le plan de paix qui soit imposé aux Ukrainiens, la parole américaine, la parole de Donald Trump, la première puissance mondiale, a un impact. Et quand il dit qu'il veut annexer le Groenland, reprendre le Panama, faire du Canada le 51e État des États-Unis, quand il dit qu'il veut installer les États-Unis à Gaza, ou qu'il force une paix totalement défavorable aux Ukrainiens, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ne fait que justifier ce qu'a fait la Russie en Crimée, en annexant la Crimée, en déstabilisant le Donbass, en envahissant l'Ukraine en février 2022. Et il justifie aussi par avance l'annexion possible par la Chine de Taïwan. Donc c'est vrai que les Américains ont changé, les États-Unis ne sont plus les mêmes et ils sont en train de basculer, en fait de bafouer les valeurs européennes, des démocraties libérales qui sont celles du système international qui avait été créé par les États-Unis en 1945. C'est cet ordre qui est en train de s'effondrer. Jusque-là, c'était des autocrates comme Poutine qui le détruisaient. Et aujourd'hui, Trump joue le rôle d'accélérateur de la destruction de ce système international. Et l'Europe est assez seule en face, en fait, à défendre son modèle, qui est un modèle non pas fondé sur la force, comme Trump ou comme Poutine, mais fondé sur le droit. Quand on a dit ça, tout n'est pas de la faute de Donald Trump, parce que le retrait des États-Unis de l'Europe est annoncé depuis très très longtemps. L'annonce du pivot asiatique, il date de Barack Obama. Mais on en a pris conscience cette semaine. On aurait dû en prendre conscience il y a très longtemps. On aurait dû s'y préparer depuis très longtemps, et surtout depuis la réélection de Donald Trump le 5 novembre. Donc on a continué, malgré en fait les changements du monde, à refuser de les voir et à penser qu'on pouvait, nous, l'Europe, continuer à vivre des dividendes de la paix, que la paix éternelle serait toujours sur le continent. Et on n'a pas ouvert les yeux assez rapidement. Et aujourd'hui, on se retrouve en face d'une
très grande urgence et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt militairement, on n'est pas prêt politiquement. François Bedonnet. Il se trouve que mercredi soir, à Paris, il y avait une réunion de nombreux chefs ministres des Affaires étrangères européens qui ont appris à Paris que Donald Trump et Vladimir Poutine avaient eu un échange téléphonique d'1h30 et qui, en gros, ils s'accordaient pour régler le cas de l'Ukraine. On dit qu'ils ont été sonnés quand ils ont appris ce coup de fil qui a duré 1h30, je le rappelle. Alors c'est vrai que ça s'est fait quasiment au même moment. C'était d'ailleurs assez frappant. Après, moi j'avais eu dans la journée un contact avec un diplomate européen. Quasiment donc aller à une demi-heure près au moment où Vladimir Poutine et Donald Trump se parlaient, et il m'avait parlé de cette réunion, etc., de la position des Européens, mais il n'était absolument pas au courant de ce qui allait se passer une demi-heure plus tard. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement marquant. L'Europe n'a absolument pas été mise dans la confidence, et d'ailleurs, on le sait... On peut rappeler d'ailleurs ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit pas d'Ukraine dans l'OTAN, notamment. Oui. Pas de troupes américaines. Pas de troupes américaines. Voilà. Et un gel des situations. Ce que Poutine a conquis, il le garde. Complètement. Et après, en ce qui concerne l'Europe, moi, je crois qu'en fait, c'est pas l'action... Enfin, le problème, c'est le manque d'action européenne, mais pas celui de la prise de conscience. En fait, ça fait des mois que l'Europe a compris qu'il allait y avoir un problème avec l'élection de Donald Trump. Il y avait des réunions à Bruxelles là-dessus. Les diplomates européens, on dit souvent, il faut pas prendre Donald Trump pour un idiot. Il faut pas prendre non plus les Européens pour des idiots. Ils savaient exactement ce qui allait se passer. Et en fait, la question, c'était pas de savoir si ce coup de téléphone allait avoir lieu. La question, c'était de savoir quand il allait avoir lieu. Après, la difficulté pour eux, si vous voulez, c'est quand même compliqué. Et je dis pas ça pour excuser, parce que moi je pense que l'Europe devrait être beaucoup plus proactive, réactive là-dessus. Mais c'est compliqué quand même quand vous avez deux hommes qui veulent se parler entre eux, Vladimir Poutine et Donald Trump, de dire attendez, moi aussi je veux. D'autant que nous on est 27 en plus. Alors qui envoyer en plus ? Exactement, qui on doit envoyer ? Ça posait effectivement la question. C'est sûrement pas Ursula von der Leyen. Est-ce que c'est la haute représentante Kaja Kallas ? Est-ce que c'est Donald Tusk qui est le Premier ministre polonais qui est à la tête pour 6 mois du Conseil de l'Union européenne? C'est sûrement pas notre président, c'est sûrement pas Olaf Scholz qui sera parti dans 15 jours. Qui on va envoyer autour de la table des négociations ? Marie Gégaud, Vladimir Poutine était ostracisé depuis 3 ans. Comment, du côté russe, on a accueilli ce coup de fil qui, je crois, en plus, a fait la une de tous les journaux ce matin à Moscou. Et je cite John Bolton, l'ancien conseiller de Donald Trump, qui dit « Poutine ne pourrait pas être plus heureux aujourd'hui. Ils sont certainement en train de boire de la vodka directement à la bouteille au Kremlin. » Oui, c'est ça. J'allais dire, il boit du petit lait, mais finalement... Il boit de la vodka. Il boit peut-être plutôt de la vodka. En effet, c'est au-delà de toute espérance pour Vladimir Poutine et pour les Russes, parce qu'ils étaient loin d'imaginer qu'ils allaient comme ça rentrer en grâce auprès de Trump, qui, en fait, réhabilite Poutine sur la scène internationale. Il lui a promis une visite à Washington. Il veut l'inviter à Washington. Oui, c'est ça. Alors, il devrait se voir, dit-on, en Arabie Saoudite. Enfin, on ne sait pas. Tout est évidemment très flou, mais ce qu'on voit se dessiner là, c'est en effet ça, c'est une ostracisation, une provincialisation de l'Europe. Les deux grands se parlent, c'est ce que souhaitait Poutine depuis très longtemps. Et Poutine, il est très ambitieux, parce qu'il dit, nous, c'est pas seulement l'Ukraine. Lui, il veut décider avec Donald Trump des sphères d'influence, de comment on se partage le monde. Et nous, on n'a aucune idée de ça. C'est incroyable comment on est quand même naïf. C'est-à-dire que tout ce que disent les Russes, on peut très facilement mais nous, on n'a pas très bien vu venir tout ça. Bon, en effet, ça ne veut pas dire que tout est joué. Ça peut même nous pousser. Je voyais là, par exemple, il y a eu apparemment des exercices de l'OTAN sans les États-Unis. Donc, il y a quand même cette prise de conscience qu'il va falloir... Une sorte d'OTAN européenne ? Oui, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais c'est sûr que là, avec ce qui se passe, on va vraiment être obligé de se prendre en main et de réagir, et évidemment de ne pas laisser tomber les Ukrainiens. On a quand même, pour ce qui est de l'aide, on a aidé autant, sinon plus que les États-Unis, plus que le général dit plus. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a
la force, on a le pouvoir économique, on a tout ça. Simplement, évidemment, nous, on est plus démocratique, donc c'est pas quelqu'un qui dit et qui affirme quelque chose et tout de suite ça se fait. Non, c'est plus difficile. Mais bon, tout n'est pas joué. Général Trinquant, on voit bien ce qu'a gagné Vladimir Poutine dans ce deal. On voit moins bien ce qu'a gagné Donald Trump, lui qui est le roi des dealers, comme on dit. Oui, je trouve qu'en l'occurrence, il est très mauvais dealer, là, puisqu'il met sur la table tout ce que M. Poutine voulait. Donc, qu'est-ce qu'il reste à négocier ? En général, quand on fait une concession, on attend quelque chose. Bien sûr. Alors, sur l'OTAN et pas de troupes américaines, c'était annoncé depuis longtemps, on le savait. Bon, sur les frontières, on savait qu'il y aurait des discussions. Mais là, il n'y a même pas de discussion. Si vous comprenez, les Russes ont tellement souffert pour gagner ce terrain-là, on ne va pas leur retirer. C'est quand même incroyable de dire ça. Et puis, dernier point, contestation même de la légitimité de M. Zelensky. Il faudra peut-être qu'il se fasse réélire, etc. Donc, parce qu'on rappelle que Donald Trump a dit que les sondages d'opinion n'étaient pas terribles pour Zelensky. Sous-entendu, c'est pour ça qu'il ne fait pas d'élection. Ouais. Sous-entendu, il n'est pas légitime à la tête de Kiev. Ce qui est la propagande russe. Poutine ne rêve qu'une chose, c'est dégommer Zelensky. Exactement, depuis des mois. Donc je pense que, il est mauvais négociateur. 2, sur les Européens, je reviens sur la réunion de mercredi. Ne pas dire que surpris certainement par le moment, etc. Mais il faut se rappeler que c'était un triangle de Weimar qui avait été élargi au Royaume-Uni, à l'Italie et à l'Espagne. Alors, parce que mercredi, il y avait une réunion, pas tous les Européens, il n'y avait que 6 pays. Oui, les grands. Donc l'Allemagne, la France, la Pologne, Italie, Espagne et Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne. Pourquoi vous dites les grands ? Parce qu'au fond, c'est pas l'affaire des Slovènes ou des... Parce que c'est un problème de volume de force, puisqu'on va parler de qu'est-ce qu'on fait, et les volumes de force. Et la semaine précédente, il y avait déjà une réunion où effectivement, il y avait l'OTAN, les Britanniques et les 27. C'est pas d'Américains. Donc, dire les Européens se préparent. Simplement, le choc est important. Moi, je crois, ce qui est intéressant, c'est que pour les Européens, en fait, on est à la résurgence des empires. Les empires reviennent. Nous, on a eu des empires en Europe, qu'ils soient russes, allemands, français. Et tous ces empires ont créé la guerre. À chaque fois, il y a eu la guerre. Bon, et maintenant, on a passé cette époque-là. L'Europe n'est plus un empire. Mais qu'est-ce qu'elle regarde ? L'empire américain. Pourquoi le Canada ? Pourquoi Panama ? Pourquoi le Groenland ? Donc un empire. L'empire russe, ça n'a pas changé. Et donc, il faut qu'on réalise qu'on doit revenir dans des rapports de force. Et ça, pour l'instant, nous, on l'avait complètement oublié. Les dividendes de la paix, je ne vais pas revenir là-dessus. Depuis 3 ans, l'Europe recommence, merci Monsieur Poutine, à se réarmer. Là, merci Monsieur Trump, elle va être obligée. Je disais avant les élections, pourvu que M. Trump gagne, je l'aime pas du tout, mais parce que ça donnera un grand coup de pied aux fesses aux Européens. Et là, ils ont le grand coup de pied aux fesses. Le problème, c'est qu'il faut mettre l'accélérateur maintenant, parce que, comme le disent les Danois et d'autres, le temps presse. Donald Trump persiste et signe. Cette nuit, le président américain a donc annoncé que des responsables américains allaient rencontrer leur homologue russe lors de la conférence de Munich qui se tient aujourd'hui. Sauf que cette information a été démentie par le Kremlin. Le but pour Donald Trump, négocier une paix rapide en Ukraine directement avec Moscou, et ce, aux grandes dames de Volodymyr Zelensky. Sujet de Pauline Coiffard et Erwan Ilion. C'est l'information commentée cette nuit sur toutes les télés américaines. Trump a déclaré que les négociations pour la fin de la guerre en Ukraine devaient immédiatement démarrer. Il a ajouté que les responsables américains et russes se réuniraient demain à Munich et que l'Ukraine était invitée à se joindre à eux. Quelques heures plus tard, pourtant, l'information est démentie par la diplomatie russe. Aucun représentant du Kremlin ne sera officiellement présent à Munich. C'est dans cette confusion qu'a démarré ce matin la conférence internationale sur la sécurité. À son arrivée sur place, le président Zelensky rappelle l'importance de serrer les rangs face à la Russie. Quoi qu'il en soit, l'Europe doit renforcer son unité autour de l'Ukraine. C'est important. Je parle de tous les types de soutien. C'est pour leur propre protection. Au cœur des pourparlers, la question cruciale d'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Les États européens réaffirment leur soutien à Kiev et entendent bien peser dans les négociations. Une paix qui reviendrait à une capitulation serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris les États-Unis. Une paix doit durer sur le long terme.
Elle doit garantir la souveraineté de l'Ukraine. C'est pourquoi nous ne soutiendrons jamais une paix dictée, ni une solution qui conduirait à un découplage des sécurités européennes et américaines. Après avoir écarté les Européens de la table des négociations, les Américains semblent vouloir apaiser les tensions. Même si à Munich, le vice-président J.D. Vance insiste, l'Union européenne doit davantage participer au financement de l'OTAN. L'Europe est bien sûr un allié très important des États-Unis et l'OTAN une alliance très importante. Nous voulons justement nous assurer que l'OTAN sera solide à l'avenir. Des grandes manœuvres diplomatiques, alors qu'à plus de 1000 km de là sur le terrain, la guerre se poursuit. Cette nuit tire sur la centrale nucléaire de Tchernobyl. Sur cette image, un trou béant dans l'arche du bâtiment. Sur X, Volodymyr Zelensky indique qu'aucune augmentation de radiation n'a pour l'heure été détectée. Il accuse l'armée russe de cette attaque. Le Kremlin s'en défend. L'armée russe ne fait pas cela. C'est très probablement une autre provocation, un coup monté. C'est exactement ce qu'aime faire le régime de Kiev. Une situation qui ne fait que renforcer l'inquiétude des Ukrainiens en difficulté sur le plan militaire. De l'autre côté du pays, à Kharkiv, les habitants déplorent des discussions bilatérales entre les États-Unis et la Russie. Ils n'accordent aucune confiance à Donald Trump. C'est une décision de deux dictateurs et il m'a semblé que les intérêts de l'Ukraine passent au second plan. Et il a d'abord appelé Poutine, et puis il a appelé notre président. C'est absurde, c'est idiot. Nous défendons notre pays maintenant, et les négociations doivent avoir lieu avec le chef de notre pays. Comment pourrait-il décider de notre destin sans nous? Ce n'est pas correct. Je pense que ce n'est pas juste. À Munich, les négociations vont se poursuivre jusqu'à la fin du week-end. Isabelle Lasserre, question téléspectateur. L'Ukraine pourrait-elle continuer à résister à la Russie sans le soutien des États-Unis et seulement avec l'aide européenne ? Non, en fait, elle peut continuer à résister plusieurs mois parce qu'il y a tout un tas d'armes en fait qui vont de toute façon être acheminées à l'Ukraine. Par ailleurs, c'est vrai qu'elle a augmenté ses capacités de production, notamment par exemple, elle est passée maîtresse dans l'art de fabriquer des drones, donc elle peut tenir un petit peu, mais à moyen terme, si les États-Unis se désengagent complètement de l'affaire ukrainienne, elle ne pourra pas tenir face à l'armée russe et les Européens, pour l'instant, n'ont pas les moyens de prendre le relais des Américains. Donc en gros, l'avenir de l'Ukraine dépend de l'aide américaine. C'est bien pour ça qu'on a ces discussions, cette tentation de discussion directe entre Moscou et Washington. Général Dominique Trinquant, on a du mal à croire quand même que les Britanniques, plus les Français, plus l'opinion publique ukrainienne n'arrive pas à tenir tête aux Russes qui quand même, c'est pas un patine depuis 3 ans en Ukraine. Enfin, ils ont quand même eu du mal à avoir le Donbass. Oui, pardonnez-moi, je vais pondérer un peu ce que disait Isabelle. Je pense que l'Ukraine est capable de résister. Elle n'est pas capable de reconquérir. Donc on en revient à la situation actuelle. C'est-à-dire que l'Ukraine ne reconquérera pas le territoire qu'elle a perdu. Elle peut résister. Aujourd'hui, moi je regarde tous les jours, depuis 3-4 jours, rien n'avance du côté de Potros. Il n'y a rien avant dans la région de Koursk, donc ça piétine. Les Russes perdent 1200 hommes par jour, les Ukrainiens 600. Donc la balance est quand même en faveur des Ukrainiens, ce qui est bien normal, ils sont en défensive. Mais ça veut dire combien de temps ça va durer? Là, je suis d'accord avec Isabelle, combien de temps ça va durer? 6 mois. De toute façon, incapacité des Ukrainiens de reconquérir le territoire. Donc il y a un moment où il va falloir discuter, parce que qu'est-ce qu'on fait? On continue à tuer des hommes sur place, du côté russe comme du côté ukrainien? Ça me paraît assez improbable. Maintenant, sur la capacité, puisque c'est lié, la capacité européenne de produire, la capacité européenne de produire a augmenté. Mais c'est vrai qu'il y aura un manque s'il n'y a pas les Américains qui fournissent un certain nombre d'équipements. Pour l'instant, certains sont payés pour l'année 2025. Maintenant, on n'est pas sûr que M. Trump, d'un coup de décret, puisse pas l'annuler. Donc, ça veut dire quand même un manque d'équipement pour les Ukrainiens, bien sûr. Marie Gégaud, on voit que les Européens sont furieux et considèrent qu'ils sont trahis par l'allié américain. Comment aux États-Unis, d'ailleurs, cette annonce de Donald Trump, qui serre la main avec son ami Vladimir Poutine, est-elle perçue? Est-ce que certains ne se disent pas, finalement, il donne le point à Poutine, mais il n'obtient rien en échange? Et comment interpréter, parce que ce que je n'ai pas dit depuis le début de cette émission,
l'émission, c'est que de façon assez incompréhensible, J.D. Vance, le vice-président américain, donne une interview au Wall Street Journal, dans lequel il dit un peu le contraire de ce qu'on explique depuis un quart d'heure. Il dit « Mais il existe des moyens de pression économique et bien sûr militaire que les États-Unis pourraient utiliser contre Vladimir Poutine. » Il rétropédale en disant « Mais les Russes, on peut, s'ils ne se tiennent mal, on peut avoir une action militaire à leur endroit. » Oui, alors ça, je pense que c'est un artifice. Il est attendu à Munich. Il imagine très bien ce que vont lui dire les Européens. Il a peur de se faire engueuler. Je pense. Il faut qu'ils aient l'air un petit peu vaguement. Donc ils disent oui, on pourrait mettre plus de sanctions économiques, on pourrait envisager d'aider davantage l'Ukraine. Enfin, il dit des choses qui, pour le moment, ne sont pas du tout là, puisque c'est le contraire qu'on voit actuellement. Puisque, par exemple, il y a une réaction de Viktor Orban, qui est quand même le petit télégraphiste de Poutine en Europe orientale, le Premier ministre hongrois, qui dit mais c'est formidable, mais cette entente avec Poutine, voilà, Poutine revient dans le jeu. Et puis on va tout rouvrir, on va ouvrir les gazoducs, vous allez voir, c'est la prospérité pour notre pays, etc. Lui, il a pris fait et cause pour Poutine, en fait, évidemment, cette histoire. C'est incroyable, et il est au sein de l'Union européenne. Voilà, il n'est pas le seul, puisque maintenant on a Robert Fico, le dirigeant slovaque, et on va avoir des élections cruciales en 2025. Et là, c'est le gros point d'interrogation, parce que les élections en République tchèque, les élections en Moldavie, et surtout les élections en Roumanie. Parce que là, la Roumanie, c'est... Et justement, je crois que c'est J.D. Vance qui a fait une déclaration sur la Roumanie en disant... Il a parlé tout à l'heure à Munich, et en fait, il a donné aux Européens une leçon de démocratie. J.D. Vance, le vice-président américain. Il a dit, voilà, vous devriez déjà donner la parole à l'extrême gauche, donner la parole à l'extrême droite. Il était inacceptable que vous ayez annulé les élections en Roumanie. En gros, vous n'êtes pas des démocrates. Donc en fait, il a d'ailleurs assez peu parlé de l'Ukraine. Et il nous a donné des leçons. Il nous a pris de haut, il nous a expliqué comment la démocratie, alors que l'Europe met en avant, évidemment, que c'est le continent de la démocratie dans le monde. Et donc après avoir été lâché par les Américains, on se fait... En plus, ils nous disent qu'on est des... C'est ça, on ne respecte pas les valeurs démocratiques. Et qu'on va devoir payer, et qu'on va devoir payer, parce qu'ils nous disent, en gros, quand même, et c'est là où on a l'impression, et où je trouve Raphaël Glucksmann est quand même enfin, il pousse un peu le bouchon, mais il est dans le vrai, parce qu'ils viennent nous dire à l'OTAN, Exec, le ministre de la Défense américain, dit, bon ben en gros, voilà, alors la reconstruction, c'est pour vous. Les troupes d'intervention. Il y en a pour 500 milliards, la reconstruction. Là, alors évidemment, quand les Américains nous disent c'est pour vous, ils ont à l'idée les avoirs de la Banque centrale russe, qui sont en Europe pour la plus grosse partie, plus de 200 milliards de dollars. Mais bon, ils nous laissent un peu le bébé. Donc les garanties de sécurité, c'est vous aussi. Voilà. Alors ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on va dépêcher des soldats... français, britanniques, en face à la frontière, là, comme dans la RDA. Et si jamais il y a un Russe qui arrive, on va refaire un mur de Berlin, quoi. Mais c'est là que moi, parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que en fait, les Européens espéraient quand même un petit peu plus de mou sur l'OTAN, que la question du niet américain vis-à-vis sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ait été digérée par les Européens. Tout le monde savait. On le savait, ouais. Ok, mais c'est là, en fait, Trump a reculé face à Poutine par rapport au mois de décembre, parce que le plan au mois de décembre, quand il a discuté avec Poutine, il s'était mis d'accord sur un moratoire, pas d'OTAN, un moratoire de 15 ou de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est pas d'intégration du tout à l'OTAN. Donc, vous donne l'Ukraine, en fait. Ouais. Oui, donc en fait, Trump a cédé aux injonctions de Vladimir Poutine entre le mois de décembre et le mois de février. Autre chose que les Européens espéraient quand on parlait aux diplomates ces derniers jours, là, avant tout ça, ils espéraient quand même que les Américains participeraient un petit peu aux garanties de sécurité. Parce que sans Américains dans les garanties de sécurité, on risque de se retrouver, de reproduire en fait le fameux mémorandum de Budapest de 1994, qui devait assurer la sécurité et le respect des frontières et la souveraineté de l'Ukraine, qui était garantie par la Russie, par les États-Unis, puis par la Grande-Bretagne, puis par la Chine et la France, et qui a été en fait déchiré en 10 secondes le jour de l'invasion en Ukraine. Et les Ukrainiens disent, en fait, sans la garantie
américaine, ça tiendra des pas. petits trucs comme ça. Imaginez-vous si les Allemands rejoignent le clan qui, pour l'instant, est un clan à deux, c'est la Grande-Bretagne, et la France. Les Allemands, ils ont des limites. Ils tirent pas, les Allemands, quand ils sont dans ils des... ne tireront pas sur les Russes si les Russes... Ça risque de se transformer en espèce de mission de vérification d'un cessez-le-feu comme l'OSCE. Poutine n'en fera qu'une bouchée. Je pense qu'il faut quand même se rappeler de 3 leçons. La première, c'est que les Américains, on a un peu l'habitude. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, ils ne pensent qu'à eux. La Première guerre mondiale, ils ont... Enfin, Deuxième guerre mondiale, ils ont pensé à nous quand même. Je rappelle Yalta, ils ont quand même coupé l'Europe en deux. D'accord ? Ouais. Bon, faut oui, mais ils sont venus défendre la frontière côté occidental. Attendez 2 secondes. Je rappelle, Première guerre mondiale, ils sont venus en 1917, pas en 14, on leur avait demandé, en 17. Pourquoi ? Parce que ils avaient un intérêt direct. Ensuite, Wilson a mis en place la SDN, etc. Ils se sont débandés et les Européens se sont retrouvés tout seuls. Deuxième guerre mondiale, ils ne sont intervenus qu'en 42, alors qu'on leur demandait en 40. Et ils sont intervenus quand ils ont été concernés par le sujet. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eux-mêmes dressé les plans. Churchill avait du mal vis-à-vis du président américain, et ce sont les Américains. Alors je dis pas qu'ils sont pas venus nous aider, mais dans leur intérêt, avec un plan, etc. Donc faut pas l'oublier, et faut pas prendre nos désirs pour des réalités. Ne pas un soldat américain sur le sol ukrainien, c'est depuis le début de la crise que c'est dit. Ouais. Alors faut pas l'espérer aujourd'hui. Deuxième point, particularité de Trump. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne du recul et qu'on ne commande pas tout de suite ce que dit Trump. Il va dire des trucs tous les jours. Le problème, c'est qu'avec le décalage horaire, ça risque d'arriver la nuit. Et donc le matin, on se dit, qu'est-ce qu'on dit ? Ben non, on attend 24 heures parce que son administration, très souvent, n'est même pas au courant. Et donc l'administration après, rétropédale, du coup, dit un certain nombre de choses, etc. Parce que M. Trump a dit ça et ça ne va pas se passer exactement comme ça. François Baudonnet, on l'a bien compris, les Américains vont se retirer de la guerre en Ukraine. On s'oriente vers un schéma RFA-RDA avec une Ukraine de l'Est aux mains de Moscou et une Ukraine de l'Ouest. Bon, mais à la frontière, donc ce seront des soldats européens qui seraient chargés de veiller au respect de la paix, à ce que cette paix soit maintenue. Qui on met dans ces soldats européens ? Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, c'est quoi l'Union européenne ? Et en fait, c'est vrai que mercredi, on a eu un schéma différent, une autre Europe, avec les Anglais, vous disiez des 6 grands. Alors voilà. Et au fond, en matière de sécurité, on va être 6, Angleterre, France, Espagne, Italie, Pologne, Allemagne. Il y a deux grandes armées en Europe, c'est la France, le Royaume-Uni. On peut peut-être ajouter l'armée de terre polonaise, parce qui a augmenté ses capacités de façon très forte. Et effectivement, la question se pose donc l'Europe va se retrouver à gérer les garanties de sécurité. Alors la question après, c'est de savoir si... Donc ils ne veulent pas qu'il y ait de soldats américains sur le sol, donc ce qui deviendrait une espèce de ligne de démarcation. Donc ça veut Comme dire... entre les deux Corées. Hein. Voilà, mais en fait c'est quand même très compliqué, parce que si ça se passe dans le cadre de l'OTAN sans les États-Unis, je ne vois pas trop comment ça fonctionne, parce que les États-Unis, c'est quand même 70% du budget de l'OTAN. Si c'est uniquement les armées européennes entre elles, on ne sait pas très bien faire ça quand même. L'interopérabilité, le général me confirmera ça, mais ça se fait beaucoup entre les armées, elles travaillent très bien entre elles, mais dans le cadre de l'OTAN. Et là, ne plus avoir l'OTAN, être obligé de se mettre d'accord pour envoyer des dizaines de milliers d'hommes, parce que c'est ça, peut-être même 100 000 ou peut-être plus. Non, mais c'est très... Pardonnez-moi, mais ce sont les mêmes. Qui soit dans l'OTAN, oui, mais l'interopérabilité est la même. Hein. Oui, mais il n'y aura plus le commandement, comment ça va se passer ? Non, mais... ça risque d'être... Ce que je crois, c'est que ça sera plus compliqué si c'est sous commandement européen que si sous un commandement OTAN. C'est l'arme aérienne qui va changer. L'arme aérienne de l'OTAN, ce sont les Américains. Isabelle Lasserre, on a énormément de services secrets, que ce soit les services secrets allemands, qui nous ont dit, c'était en octobre dernier, que les forces russes allaient probablement mener une attaque contre l'OTAN dès la fin de cette décennie. On a eu le directeur général de la gendarmerie française qui disait qu'il faut se préparer à une agression sur le sol français. On a eu le secrétaire général de l'OTAN qui dit qu'il faut qu'on commence à apprendre le russe. Et dernière en date, les services secrets danois, alors eux c'est plus cash, qu'il faut se préparer à une guerre de grande échelle en Europe d'ici 5 ans. Qu'est-ce qui nous fait dire que Vladimir Poutine n'a qu'un seul rêve, c'est de nous faire un début de 3e guerre mondiale ? Alors, en fait, on peut lire dans les discours de Vladimir Poutine et en conclure assez facilement 2 choses. D'abord, il veut récupérer, reconstituer
un empire autour de la Russie. Dans cet empire, il y a des pays de l'OTAN, comme par exemple les pays baltes. Ensuite, Vladimir Poutine est déjà en guerre contre l'Europe. Alors, il n'a pas envoyé ses chars franchir les frontières de l'OTAN, mais il mène une guerre hybride de plus en plus violente, de plus en plus systématique contre la plupart des pays d'Europe, en faisant des ingérences dans les élections, etc. Donc, il est déjà... En Roumanie, en Géorgie, oui, puis même en Allemagne, en France. Et donc, en fait... il est en guerre contre l'Europe. C'était assez marrant d'ailleurs, je ne sais plus quel porte-parole s'exclamait à la télévision russe hier en disant « Ha ha ha, c'est quand même formidable. Nous, notre objectif, c'était de détruire l'Europe et en fait, c'est Donald Trump qui est en train de faire notre job, il le fait à notre place. » Voilà, il suffit d'écouter ce que dit Poutine, les responsables russes et les propagandistes de la Russie. La deuxième partie de la question, c'est-à-dire que si la Russie continue sur cette tendance-là, la Russie est installée, elle a une vraie économie de guerre. Macron avait parlé d'économie de guerre pour la France. On apprend maintenant qu'ils ont un budget militaire supérieur à l'ensemble de l'Union européenne. Absolument. Les usines ont été redirigées vers la partie militaire. Elles fonctionnent jour et nuit. Poutine est aidé par ses alliés, la Corée du Nord, l'Iran. Alors on peut ricaner la Corée du Nord, etc. Enfin, ça fait quand même des millions, la Chine, des millions d'obus, etc. Il est en train de se projeter dans une future guerre ou dans deux futures guerres. En face, on a des pays qui atteignent péniblement 2% quand ils les atteignent, à part la Pologne qui a dépassé, les 4% du PIB d'investissement dans le secteur de la défense. Donc on est loin du compte, c'est-à-dire qu'il y a un différentiel au niveau de l'armement et du réarmement qui, dans 5 ans, peut poser effectivement un très gros problème. Marie Gégaud, on comprend mal cette obsession des Russes à rejouer des guerres napoléoniennes qui, pour nous, appartenaient au passé. Enfin, c'est quoi l'intérêt de dire, tiens, la Russie, la Lettonie est à moi, les Ukrainiens qui me détestent, ils sont à moi. Enfin, quel est le logiciel russe qui fait que il veut reconstituer l'URSS ? C'est une pensée du 19e siècle, c'est-à-dire il faut acquérir de la terre quand même. La Russie, quand on regarde, elle s'est constituée comme ça, elle s'est constituée un empire, mais pas comme, par exemple, la Grande-Bretagne l'a fait en dehors de ses frontières. Elle pouvait faire difficilement la Grande-Bretagne, mais elle aurait pu conquérir... enfin bref. Donc la Russie, Poutine veut reconquérir les terres. Il aime la Russie débordante. Voilà, il aime et surtout c'est la terre. C'est-à-dire, vous voyez, en Russie, par exemple, aujourd'hui, on n'aime pas Lénine. Parce que Lénine, d'ailleurs, Poutine a fait allusion à plusieurs reprises à Lénine, qui avait... Parce que Lénine rétréci la Russie. Lénine il a rétréci la Russie, puis il y a eu le traité de Brest-Litov, il y a des régions qui sont parties, etc. En revanche, Staline, lui, il est vraiment aimé pour ça, parce qu'il a agrandi, parce qu'après 1945, ils ont quand même pris Kaliningrad, la Bessarabie, les Kourils de l'autre côté, et puis ensuite tout le glacis soviétique d'Europe orientale, que quand même à Yalta, il était question qu'il y ait des élections. C'est-à-dire que Churchill avait réussi à imposer, Roosevelt avait imposé à Staline... Donc il restaure la Grande Russie. Il y aurait des élections, il n'y en a pas eu, etc. Il restaure la Grande Russie, c'est ça. Mais on peut quand même se demander, parce que là, on imagine, en effet, son économie de guerre, beaucoup d'argent, etc. Il faut savoir que, d'abord, l'industrie de défense russe n'innove pas. Toutes les grandes armes, vous me confirmerez ça, général, les grandes armes qui ont été mises au point, là, ces toutes dernières années, ça ne marche pas. Son missile Sarmat, dont ils vendent tellement... C'est lui qui va à 10 fois la vitesse du son, là. Voilà. Pourtant... Voilà. Bon, il y a eu des essais qui ont complètement raté. Enfin, ils n'innovent pas. Ils fabriquent vraiment c'est de la vieille, quincaillerie quand même. Et puis, il y a quand même une corruption démentielle dans cette industrie de défense. Donc je ne vois pas très bien comment Poutine, qui est sur voyez là, sa guerre, etc., sur le pauvre Donbass, il s'excite, vous l'avez dit, sur Pokrov. Ça fait 8 mois déjà qu'on est sur Pokrov. Les Russes vont prendre cette ville qui est une ville clé dans le Donbass. Eh bien non. Donc il faut modérer aussi à la fois c'est la vraie menace, comme l'a dit Isabelle, la guerre hybride. Regardez en France, il y a là un livre qui va sortir d'une rédactrice en chef de Russia Today, donc le média russe pro-poutinien
que on a interdit, puisque il ne s'agit pas de médias, je le dis pour les téléspectateurs, parce qu'on pose souvent la question, et c'est un peu la réponse de J.D. Vance, c'est-à-dire vous ne respectez pas la liberté d'expression dans vos pays. Mais non, Russia Today et Sputnik n'étaient pas des médias, c'était des vecteurs de propagande du Kremlin. Et bien il y a un livre qui va sortir là chez Fayard, où une brave dame de Russia Today va nous expliquer que Russia Today, c'était un média extraordinaire, où il y avait une pluralité d'opinions, n'est-ce pas, et on voit bien que Poutine, c'est une démocratie. Voilà, donc on nous fait gober des couleuvres, et quand même, nous, on est un peu... Pourquoi Fayard publie un livre qui sent le caniveau, quand même? Général Trinquant. Oui, Poutine a besoin de la guerre. Il a besoin de continuer la guerre parce qu'il tient la société russe et comme le disait très bien Isabelle, il a organisé l'économie, il a organisé tout ça et donc pour lui c'est un objectif. L'Ukraine est une erreur de calcul. Il pensait que ça tomberait rapidement et qu'il pourrait passer à autre chose. Et puis là, il s'est enferré, ça fait 3 ans qu'il est en train de piétiner, de gagner ses trucs, etc. Donc il ne peut pas perdre. D'où la vodka qu'ils boivent depuis hier, en disant, fantastique, le terrain, on l'a gagné. Et donc il transforme une défaite en un succès. Et à partir de ce moment-là, il y a une dynamique qui se crée dans la population russe. C'est pas le petit père des peuples, comme on appelait Staline, mais lui, Poutine, il nous a rendu une fierté, etc. Regardez. Les deux grandes puissances nucléaires discutent à nouveau. C'est ce qu'on lisait dans les commentaires en Russie. Bien sûr. Ça y est, les Russes sont fiers de leur pays. Exactement. Et ça renforce en plus l'ego démesuré de ces deux chefs, que ce soit Poutine ou Trump. On va régler les problèmes entre nous. Entre hommes, face à face. Et François Bedonnet, sur les services secrets, Isabelle, sur les services secrets, moi je trouve que c'est intéressant de voir la réaction en France par rapport à ces informations. Donc vous parlez des services secrets danois, il y avait eu en octobre les services secrets allemands. Quand moi je mets ça sur les réseaux sociaux, que je rapporte ce qu'ils disent, souvent en fait ce qui m'est dit, mais pas du tout, c'est pas possible, ça ne marche pas, l'armée russe est déjà extrêmement affaiblie, etc. En fait on voit que d'une certaine façon, Poutine il a déjà aussi gagné un peu dans les esprits en France, parce que ces alertes qui, à mon avis, il faut vraiment prendre très au sérieux. Et on en reparlera peut-être dans plusieurs années, j'espère que je me trompe. Mais ces alertes, il faut vraiment les prendre très au sérieux. Mais en fait, il y a toute une partie du monde occidental qui n'y croit pas. Parce qu'ils disent, en fait, ils sont déjà très affaiblis, ils vont jamais aller attaquer la Pologne ou les Pays-Bas. C'est un grand pays et c'est un pays qui appartient à l'OTAN. Sauf que ça se passera pas comme ça. Ça sera pas une attaque un matin comme ça s'est passé avec l'Ukraine et puis des colonnes de chars, etc. C'est pas du tout comme ça. C'est effectivement des attaques hybrides, ce sera des petits hommes verts. Vous vous souvenez, en Ukraine, ça avait commencé par des petits... en Crimée, ça avait commencé comme ça. Sans écussons. Voilà. Sans écussons. En Géorgie, ils sont en noir. C'est des petits minorités russes. Voilà. Russophones, pardon. Voilà. Et ça se passera comme ça depuis Kaliningrad, peut-être dans les pays baltes. Et ils vont tester militairement l'OTAN. Juste un mot. En fait, il y a un film assez intéressant, un documentaire qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle The Apprentice, qui est un documentaire sur Donald Trump. Et au début du film, quand l'avocat qui en fait est celui qui fait Trump, en fait, qui le coach pour qu'il devienne ce qu'il va devenir, Trump lui dit quelle est la raison du succès. Et l'avocat lui dit 3 choses. La première chose, c'est attaque, attaque, attaque. Oui. La deuxième chose, c'est tu nies toujours nier. Et la troisième chose, il dit, transforme tout en victoire. Eh bien, je trouve que ces 3 choses s'appliquent aussi à Vladimir Poutine. Ils se ressemblent. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a confirmé les craintes des Européens. Les États-Unis sont désormais un allié de moins en moins fiable. Une question se pose à nouveau. Les 27 seront-ils capables de construire une défense européenne à la hauteur des enjeux actuels? Élément de réponse avec Lucas Campisi et Christophe Roquet. Un avion russe a pénétré aujourd'hui notre espace aérien pendant 1 minute. Un chasseur russe en territoire polonais. Une incursion de 6 km. Moscou plaide l'erreur de navigation. Le ministre de l'Intérieur polonais, lui, s'inquiète. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une erreur de pilotage, mais plutôt d'un nouveau test du fonctionnement de nos systèmes de défense. Nouvelle preuve pour Varsovie de la menace que constitue son voisin à l'Est et qu'une défense européenne est indispensable. Si l'Europe veut survivre, elle doit être armée. Ce n'est pas notre choix. Je ne suis pas un militariste.
La Pologne est l'endroit sur Terre où personne ne veut qu'une guerre se reproduise. Pour éviter cette répétition tragique de l'histoire, nous devons tous être forts, armés et déterminés. Et la Pologne compte bien montrer l'exemple. Depuis le début du conflit en Ukraine, le pays a plus que doublé son budget défense, 4,7% du PIB cette année. Un record en Europe. Mais faut-il aller plus loin ? L'Union doit-elle se doter d'une défense commune ? L'Europe a besoin d'un sursaut en matière de défense. La guerre moderne exige une technologie et une puissance trop importantes pour que chaque pays puisse l'assumer seul. C'est là que l'union des forces, la coopération européenne peut porter ses fruits. Une Europe de la défense ? L'idée remonte aux années 50 avec la Communauté européenne de défense. À Bruxelles, la conférence des 6 sur la CED a connu 4 jours difficiles. Un échec. En 1992, le traité de Maastricht fait renaître le rêve de défense européenne. Avec la politique étrangère et de sécurité commune, c'est sans doute le défi le plus extraordinaire qui est lancé à nos pays. Une force commune de maintien de la paix est alors créée. Elle interviendra en Bosnie. 2007, le dispositif est renforcé mais repose davantage sur une coopération volontaire entre pays membres, comme ici au Sahel. En 2017, toujours pas d'armée européenne, mais un accord sur un budget commun de défense. Plusieurs milliards d'euros pour des projets d'armement. Bilan aujourd'hui. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de grand programme que les Européens réalisent ensemble. Nous constatons une grande fragmentation entre de très nombreux projets de défense. Cela doit changer. Je pense que l'Europe a été un peu paresseuse en matière de défense. Monsieur Poutine nous a réveillés. Nous devrions dépenser maintenant davantage pour la défense. Mais au moment de sortir le chéquier, la priorité européenne passe au second plan. Exemple avec ces avions américains qui équipent 8 pays de l'Union. Pour l'Allemagne, 35 chasseurs commandés il y a 2 ans. Idem en Belgique. Le Rafale français est boudé. À l'époque, le président n'avait pas caché son mécontentement. C'est une décision qui est liée à une procédure pour laquelle j'ai beaucoup de respect et qui est belge, qui est liée à des contraintes aussi politiques du pays et il ne m'appartient pas de les commenter. Mais stratégiquement, elle va à contrario des intérêts européens. Aujourd'hui, le Fonds européen de défense permet le développement du futur avion de chasse franco-allemand. Il devrait être opérationnel d'ici 2040. Alors, Général Trinquant, est-ce que voilà, justement, il y a une prise de conscience de la part des Belges, des Allemands, qu'il ne faut plus uniquement compter sur les Américains, acheter des F-16 américains pour assurer notre propre défense, mais raisonner en européen, c'est-à-dire avec les Français? Alors, on disait merci Monsieur Poutine d'avoir donné un accélérateur aux Européens pour réaliser que le danger était là. Après les dividendes de la paix, il faut se réarmer. Ça, c'est Monsieur Poutine. Et merci Monsieur Trump de montrer que l'alliance avec les Américains n'est pas fiable et que donc il va falloir sérieusement mettre en œuvre. Au mois de mars, le commissaire, il y a un nouveau commissaire chargé de la défense dans la Commission de l'Union européenne, va déposer un rapport au mois de mars, dans lequel, en particulier, on doit arriver à mutualiser des moyens et puis trouver des financements. Parce que des financements communs pour acheter commun. Alors, petit point particulier, je parlais tout à l'heure de la prééminence extraordinaire de l'armée de l'air américaine. Sans elle, on ne fait pas une guerre. Les Européens ne seront pas capables de faire une guerre comme les Américains l'imaginent avec l'armée de l'air. Mais ça a un impact sur les finances, parce qu'on passe du F-35. On dit que 63% des équipements achetés par les Européens sont achetés aux États-Unis. C'est en argent. Et le F-35, ça coûte 170 millions. Là où le Rafale coûte 100 millions. Voilà. Et là où par exemple, César coûte 4 millions. Donc vous comprenez bien qu'on arrive très vite à 63%. En fait, on se ruine en achetant des avions et du matériel américain. Exactement, exactement. Alors, Isabelle Lasserre, c'est d'où l'appel ce matin dans le Financial Times d'Emmanuel Macron, qui dit, écoutez, réveillons-nous, et il dit pas parce que la France, c'est vrai, fournit du matériel, mais il dit, faisons ça en européen et arrêtons d'acheter ou de penser américain. Question d'Étienne, les Français n'écoutent plus Emmanuel Macron, les dirigeants européens l'écoutent-ils encore ? Écoutez, s'il a écrit dans le Financial Times, c'est pour être lu partout en Europe. Écoutez, oui et non.
Non, parce que la crise politique française le dessert. Non, parce que la situation économique catastrophique de la France le dessert. Et non, parce que sa politique du en même temps en politique internationale n'a pas été comprise par la plupart des pays européens. Et oui, parce que c'est quand même le leader d'un des deux plus grands pays européens. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il a toujours eu en fait raison sur sa vision de l'Europe de la défense et de la nécessité de booster les budgets de la défense et d'aller beaucoup plus loin. Donc longtemps la France a été la seule à le dire ça, et Emmanuel Macron l'a répété avec quand même beaucoup d'insistance et beaucoup d'allant. Oui, parce que la France a la puissance nucléaire. Donc pour toutes ces raisons, et parce que après avoir eu une politique un peu en yo-yo vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, c'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, il s'est tenu aux côtés des Ukrainiens et il est assez ferme dans son soutien à l'Ukraine. Et donc c'est quand même l'un des leaders qui tient relativement la route vis-à-vis de l'Ukraine. François Baudonnet, comment nos partenaires européens voient-ils cette proposition d'Emmanuel Macron de raisonner en européen et de cesser de compter sur les Américains? Est-ce qu'il y a un petit soupçon de dire oui, vous dites ça parce que c'est pour mieux nous vendre des Rafales ou des Césars, et qu'au fond la France a toujours vu dans l'Europe une France en plus grand, quoi? Mais je crois que vous avez tout dit dans la question. Ah bon? En fait, je crois que c'est vraiment le problème. En fait, c'est que quand on dit il faut une défense européenne, nos partenaires et amis et alliés entendent, les Français veulent nous vendre leurs armes. Et c'est ça qui est entendu partout. Et je pense qu'on est... Alors, parce que sur la défense européenne, il faut vraiment être très très clair, il y a 2 choses. Il y a l'idée d'une armée européenne. Personne n'y croit. Personne n'y croit, et même pas la France en fait. Et pourquoi? Alors on pourrait pas admettons, vous avez une armée européenne. Déjà, il faut la constituer, c'est pas simple, mais vous avez une armée européenne. Ok. Et après, qui décide? Qui est le chef? Qui appuie sur le bouton pour aller se battre? Est-ce que des soldats français qui font partie de cette armée vont accepter de mourir pour tel ou tel pays? C'est très compliqué. Donc l'armée européenne, honnêtement, je pense que je serai à la retraite depuis bien longtemps si un jour il y en a une. Ça, on parle de défense européenne et voilà, pas d'armes. Voilà, exactement. Et donc ça veut dire du matériel européen. Voilà. Alors la défense, alors ça par contre c'est évidemment beaucoup plus possible. D'ailleurs ça existe déjà, mais c'est vrai que c'est très morcelé. Il y a un char américain, on en a 17 en Europe. Il y a 17 chars européens. Voilà. Et on ne fait pas les choses en commun. Alors effectivement il y a le SCAF, il y a quelques programmes en commun, mais enfin globalement les choses ne sont pas faites en commun. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque pays, en fait, la défense, ça reste un domaine régalien. Donc, par exemple, quand Thierry Breton, il y a quelques mois, a fait le tour des pays d'Europe pour savoir ce qui était produit, par exemple, en matière d'obus, souvent, il a été confronté. On lui a dit très bien, monsieur le commissaire, c'est très bien que vous veniez, on est content, mais en fait, on fait ce qu'on veut. Nous, c'est notre État, notre gouvernement qui nous passe commande, et en plus, on n'a pas à dire ce qu'on fait parce que c'est totalement confidentiel. Donc vous voyez, on est loin quand même justement d'une mutualisation, parce que de Bruxelles, ils ne savaient même pas ce qui était produit dans chaque pays, et ils ont découvert des productions d'armement qu'ils ne connaissaient même pas. Sans aucun chauvinisme, Général Trinquant, est-ce que d'un point de vue d'équipement et de matériel, les Français ont tout pour, si on faisait des volumes, pour avoir une grande armée? En avion, en canon, en tank. Alors, premier point, je voudrais souligner, puisqu'on a beaucoup parlé des difficultés budgétaires françaises, que dans le budget 2025, les 3,3 milliards d'augmentation du budget de la défense ont été actés. Donc ça, c'était une bonne nouvelle quand même, qui n'était pas gagnée. Dans un budget qui doit être restreint, on a quand même fait l'augmentation qui était nécessaire. Maintenant, pour revenir sur les équipements, la France s'est dotée d'équipements. La France, comme le soulignait Isabelle, ça fait 7 ans à peu près qu'on est en augmentation, en doublement du budget à la fin de lois de programmation. Donc elle fait un effort depuis un petit moment. Et elle a restructuré sa défense. Mais elle n'est pas capable de tout faire. Je vous donne un exemple. On parle du MGCS. C'est quoi le MGCS? C'est le char. Le char futur qu'on va faire avec les Allemands. Nous, on a des Leclerc. Mais on a fini. On ne construit plus les Leclerc. Donc, il faut qu'on attende la prochaine... Alors, pourquoi on ne dit pas... Les Allemands pourraient faire les chars, le Léopard. Nous, on fait l'avion de chasse, le Rafale. Alors, derrière les États, vous avez les entreprises. Et c'est un peu ce que fait la France en disant, finalement, l'avion, c'est Dassault qui est le pilote, pour prendre ce mot-là. Pour le char, c'est plutôt les Allemands. D'ailleurs, on a fait une entreprise franco-allemande, NKS.
Donc c'est un peu comme ça. Et puis pour les blindés à roues, par exemple, on a un programme Camo qu'on fait avec les Belges, les Luxembourgeois. Donc c'est en bonne voie. Tout ça, c'est en bonne voie, mais on s'est réveillé il y a à peine 3 ans. On ne va pas changer 30 ans de mauvaises habitudes. Américaines de mauvaises habitudes où on se disait, on se désarme, la guerre n'est plus possible. Les Américains sont là si on a un problème. Maintenant, on doit se dire, 1, on doit se réarmer parce que la guerre est possible. 2, les Américains ne sont pas fiables. Donc tout ça, ça ne se fait pas en 48 heures. Allez, tout de suite. Troisième sujet. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les tensions entre l'OTAN et la Russie se multiplient. Sous les mers, les câbles de communication sont devenus un véritable enjeu de sécurité européenne. Et vous allez le voir dans ce reportage de Mathieu Lignot et Stéphane Lopez, l'OTAN a demandé à une start-up française de l'aider dans la surveillance des câbles sous-marins. Reportage. C'est un bateau russe, surveillé comme le lait sur le feu par la marine britannique ces dernières semaines. Le Yantar, c'est son nom, est accusé par Londres de cartographier les câbles sous-marins pour préparer des opérations de sabotage. Je vais être très clair. C'est un navire espion russe utilisé pour récolter des renseignements et cartographier les infrastructures sous-marines critiques de la Grande-Bretagne. Dans un monde ultra connecté, ces câbles sous-marins permettent d'échanger par Internet. En mer Baltique, ce réseau est particulièrement dense et très vulnérable, à quelques kilomètres de la Russie. Ces dernières semaines, plusieurs câbles ont été coupés et endommagés par des bateaux suspects. Équipage russe, navires chinois, des enquêtes sont lancées, des bâtiments arraisonnés. Les pays riverains de la Baltique haussent le ton et mettent en garde le voisin russe. 4 câbles ont été endommagés. Nous avons été capables de maîtriser la situation et de localiser le bateau en question. En ce moment, des câbles sont encore endommagés. Cela ne peut pas être une coïncidence. Face à cette menace, l'OTAN lance l'opération Sentinelle Baltique. Depuis janvier, des navires de guerre et des avions de patrouille maritime quadrillent cette mer intérieure, comme l'équipage de cet avion français. Donc là, typiquement, on voit un bâtiment qui est un bâtiment de commerce. Jusqu'à présent, les navires identifiés qui ont coupé des câbles sont des bateaux civils. Ils ont endommagé les infrastructures en traînant leur ancre sur les fonds marins. Ces militaires français vont contrôler 200 bateaux ce jour-là. L'objectif, ça va être d'aller sous la coque nuageuse pour aller voir avec nos caméras, pour aller voir ces échos qui nous intéressent, essayer de savoir est-ce que c'est du bâtiment civil ou du bâtiment militaire. Et puis, si c'est du bâtiment civil, est-ce qu'ils ont une activité normale ou une activité qui nous paraît suspecte? Si on arrive à identifier quel est le navire qui a potentiellement endommagé ce câble, est-ce qu'il l'a fait volontairement ou involontairement? Est-ce qu'il y a derrière des acteurs étatiques ou pas? C'est tout l'enjeu en fait de ces actions un peu grises, d'autant qu'on est sous la mer et que ce qui s'y passe est plus compliqué. Il faut un certain nombre de technologies pour identifier, des navires compétents aussi pour pouvoir réagir suffisamment rapidement. Pour protéger ces milliers de kilomètres de câbles, l'OTAN compte déployer une armée de robots et de drones sous-marins. Une start-up française compte bien en profiter. Alors Thibaut, ça donne quoi? Pour les prêts à aller en mer très bientôt alors, pour tester ça? Près de Nantes, cette entreprise a développé un capteur unique au monde pour équiper les mini-sous-marins. Ce capteur va avoir la capacité sous l'eau d'émettre un champ électrique, donc de créer une sorte de bulle électrique au sein de laquelle on va pouvoir détecter et caractériser des intrusions, des cibles et offrir un nouveau mode de perception aux robots sous-marins. Explosifs cachés, mines sous-marines ou appareils espions. Voilà ce que cette technologie permet de vérifier le long des câbles. La start-up planche également sur une version qui pourrait être disséminée le long du réseau, comme des caméras de surveillance. Les drones et ces capteurs permanents pour les infrastructures, ça fait partie un peu des 2 armes de dissuasion pour s'assurer qu'ils puissent, à minima, peut-être décourager des intentions malveillantes et éventuellement pouvoir identifier plus rapidement un sabotage en cours. Prendre quelqu'un en flagrant délit de sabotage, aujourd'hui, c'est très difficile, dans un contexte de guerre hybride. Un nouveau câble sous-marin a été endommagé il y a quelques jours en mer Baltique. Cette fois-ci, c'est un câble russe
qui a été sectionné. Alors, question téléspectateur Marie Gégaud, c'est Catherine. Si les câbles sous-marins qui assurent 99% du trafic Internet mondial sont à la merci des sabotages russes, n'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter? Est-ce qu'au large de la mer Baltique, notamment les pays scandinaves, se sont en première ligne? Oui, bien sûr, tout ça suscite beaucoup d'inquiétudes, mais on voit qu'il y a quand même là une organisation avec l'OTAN qui patrouille, etc. Et puis là, on parle des câbles. Les câbles, c'est évidemment, c'est très très embêtant, mais on peut les réparer. Mais par exemple, imaginez, il y a aussi tout ce trafic de la flotte fantôme russe, c'est-à-dire ces tankers qui sont de véritables bombes écologiques, donc des navires de commerce transportent du pétrole, et qui ont été achetés par Poutine et par la Russie au tout début du conflit ukrainien, parce qu'il a vu venir le coup qu'il allait être, il allait être limité sur ses exportations de pétrole. Donc ils ont acheté une flotte énorme, c'est quelque chose comme 600 ou 800 navires à prix cassé, donc des navires qui sont dans un état de fatigue, et il y en a un justement qui vient de couler, là il y a à peu près une semaine, au large de Saint-Pétersbourg, et ça inquiète beaucoup les Finlandais, parce que les Russes, comme d'habitude, ont dit 130 000 tonnes de pétrole quand même à bord, il a coulé, et les Finlandais inquiets, et les Russes qui disent tout est sous contrôle, tout va très bien, parce qu'avec les Russes, évidemment, tout va toujours très bien, mais c'est particulièrement inquiétant parce qu'il y a cette menace, et souvent ces navires commerciaux, comme ça a été dit dans le reportage, ils ont plusieurs fonctions, c'est-à-dire une fonction de sabotage, donc les câbles, ou par exemple, alors évidemment la marée noire, ils le font pas exprès, mais par exemple, ils ont une autre fonction qui est de cartographier, là on l'a vu, c'est-à-dire d'espionnage, ils embarquent à bord des radars, et puis ils espionnent tout ce qui... On n'arrive pas à les repérer quand même, Général Trinquant? Alors, si, ils sont repérés. Alors, deux remarques. La première, c'est que, grâce à M. Poutine, encore une fois, la mer Baltique est devenue une mer de l'OTAN. La Suède et la Finlande ont rejoint, et donc, tout ça, c'est l'OTAN. D'où l'OTAN qui déploie une opération pour surveiller la Baltique. Parce que les deux enclaves, si j'ose dire, qui ne sont pas de l'OTAN, c'est Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. C'est tout. Au passage, le câble russe dont on parlait à la fin est un câble qui lie Saint-Pétersbourg à Kaliningrad. Il a été coupé. Allons chercher qui l'a coupé, mais c'est très intéressant parce que ça isole Kaliningrad. Attends, vous êtes en train de dire que c'est peut-être les Européens qui auraient coupé ce câble entre Kaliningrad et Saint-Pétersbourg? Je trouve simplement intéressant que le câble qui relie Kaliningrad à Saint-Pétersbourg ait été coupé et que Kaliningrad se trouve donc coupé de le territoire russe. Je ne fais pas de commentaires, c'est intéressant, c'est tout. Il faut arrêter d'être naïf et d'être tout le temps à prendre des coups. Vous comprenez, il y a des moments où il faut peut-être faire quelque chose. Le deuxième point... Je crois qu'on a compris, c'est très clair, qui a pu faire le coup. Le deuxième point, je vais faire un petit cocorico, c'est que les câbles, la France, vous citiez une société française qui met des drones qui commencent à surveiller, mais aussi la France est le pays au monde qui a la plus grande flotte de poseurs de câbles. Et la bonne réponse aux câbles, c'est bien sûr de les surveiller, mais aussi de les multiplier. C'est l'ancien Alcatel Marine qui dépose ces câbles, qui tapissent les océans, qui permettent d'avoir des connexions Internet. Donc la bonne réponse pour les 99% du trafic effectivement qui passe par les câbles, c'est de les surveiller, mais c'est aussi de les multiplier. Parce que comme ça, vous avez moins de chances de pouvoir couper complètement les connexions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles, en fait, n'appartiennent plus à des opérateurs téléphoniques comme c'était le cas avant, mais ils appartiennent maintenant, en fait, à Apple, à Google. En fait, ce sont les GAFAM qui, parce qu'au début, ils passaient par des opérateurs téléphoniques, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient intérêt à le faire eux-mêmes. Il y a 300 000 km de câbles, c'est 35 fois le tour de la Terre. Et donc, ce sont leurs câbles, et ça leur appartient. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Marie Gégaud, vous qui parlez russe, je crois. Bernard, comment ces négociations de paix sont-elles présentées par Vladimir Poutine au peuple russe? Alors c'est très simple, ça fait déjà un petit moment que Vladimir Poutine a fait plancher ses fonctionnaires en disant, travaillez sur l'effet victoire. L'effet victoire. Et donc, on se rend compte là, et c'est très pénible parce qu'on voit que ce récit a été adopté par Trump, pour Poutine, l'intéressant, c'est de retourner le discours. C'est-à-dire que, finalement,
Trump, c'est ce qu'il fait en permanence, il met un écran de fumée en disant c'était une guerre sans raison, une guerre sans aucune raison. On ne sait même pas pourquoi à la fin, pourquoi il y a eu la guerre. Et donc ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas Poutine qui a déclenché la guerre, on oublie ça. Et à la fin, c'est presque Zelensky qu'on tient pour responsable de ce qui s'est passé. Et c'est très très problématique. Et c'est ce que pensent les Russes ? Alors les Russes, non. Les Russes, ils pensent vraiment... Non. Les Russes, je pense... C'est difficile, évidemment, d'avoir des retours de ce qui se passe très précisément. Il n'y a pas de sondage d'opinion fiable. Il n'y a pas de... Donc c'est difficile. Ce qu'on voit, c'est que quand même, les Russes, et ça serait vraiment péché de ne pas comprendre ça, les Russes sont alignés derrière Poutine. Certes, il y a une résistance, il y a quelques-uns, il y a des gens vraiment valeureux et qui... Ça veut dire qu'il n'est pas inquiété à la tête du Kremlin, parce que longtemps, on a espéré qu'un Brutus, jamais. Qui pourrait connaître le sort de Bachar el-Assad, par exemple ? Non, je ne pense pas, sauf si vraiment il y avait... L'entourage ? Et l'entourage, c'est très peu probable aussi. Non, de ce côté-là, il n'y a qu'une solution, c'est la faillite économique. Voilà, la faillite économique. Et il arrive à vendre son pétrole, malgré tout, vous nous le dites. Il arrive à vendre son pétrole, il retire du pétrole $1,5 milliard par jour. Avant la guerre, c'était 1 milliard, donc 50% de moins. Alors, Isabelle Lasserre, j'ai raté la question précédente qui était pourquoi Donald Trump ne veut-il pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN ? Écoutez, c'est très simple, parce qu'il perdrait l'Ukraine, parce que l'Ukraine basculerait dans le camp des démocraties occidentales. Alors, pourquoi Donald Trump ? Je me suis mal exprimé. Pourquoi Donald Trump, excusez-moi, pourquoi Donald Trump ne veut-il pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN ? Eh bien, écoutez, alors là, je croyais que c'était Vladimir Poutine. D'abord parce que Donald Trump ne croit pas en l'OTAN. C'est-à-dire qu'en 2016, pendant sa campagne électorale, il avait dit que l'organisation était obsolète. Ensuite, parce que il ne veut plus de guerre, donc il est dans un processus plutôt de retrait de toutes ses affaires. Ouais. Ensuite, parce qu'il méprise les organisations internationales et tout ce qui est côté multilatéral. Enfin, sans doute, parce qu'il veut mettre fin à la guerre très rapidement en Ukraine avec un deal avec Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, son obsession est justement que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN de la même manière que la Géorgie, parce qu'en fait, toute la politique de Vladimir Poutine, que ce soit militairement ou politiquement, consiste à maintenir ces pays dans la sphère russe et à empêcher qu'ils ne passent du côté occidental. Il donne des gages, pardon, je pense que, en fait, Donald Trump donne aussi des gages à Vladimir Poutine. On disait que, en fait, bizarrement, il reprend les arguments de Vladimir Poutine. C'est la même chose quand il demande qu'il y ait des élections en Ukraine. C'est pareil, parce que Vladimir Poutine demande ça. Il considère qu'il est illégitime, Volodymyr Zelensky, donc il veut qu'il y ait des élections. Alors on sait que c'est pas possible tant qu'il y a la loi martiale. Il peut pas y avoir des élections pendant que la loi martiale, c'est-à-dire pendant la guerre. Mais dans les deux cas, en fait, il donne des gages et en fait, la négociation commence, ou elle a peut-être déjà bien commencé, mais en tout cas, il cède déjà énormément à Vladimir Poutine. Il y a aussi toute l'histoire de l'escalade, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, comme en Europe, on a toujours eu peur de l'escalade, c'est-à-dire il faut surtout pas provoquer Vladimir Poutine de peur qu'il n'utilise la bombe nucléaire, et donc on respecte, donc on accepte en fait ces lignes rouges. Et comme Vladimir Poutine a toujours présenté l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN comme de la Géorgie comme une ligne rouge, on a tellement peur qu'on la reprend à notre compte. Bruno, pas de Russes à Munich. Encore une fake news de Trump. C'est vrai que Donald Trump avait dit que J.D. Vance, son vice-président, rencontrerait des émissaires russes à Munich pour discuter d'ailleurs de ce plan de paix. Et finalement, les Russes ne sont pas venus. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours attendre. Ils ne sont pas venus parce qu'ils sont sur liste noire et ils auraient été arrêtés dès la descente de l'aéroport à Munich. Mais de toute façon, il faut toujours attendre 24 heures après les déclarations de M. Trump pour vérifier ce qui va être fait, ce qui ne va pas être fait. Il parle plus vite que... Mais bien sûr, mais il parle toujours tout seul et son administration n'est même pas au courant de ce qu'il va dire. Enfin, on a quand même 4 ans d'expérience avant où il a procédé comme ça. Donc là, ça fait 25 jours. Bon, faut qu'on se réhabitue à ce procédé. On n'a pas parlé de la Chine depuis le début de cette émission. Comment voit-elle cette reddition, j'allais dire, pour simplifier les choses, américaine vis-à-vis de l'Ukraine ? Elle s'est félicitée de ce rapprochement entre Moscou et Washington.
Oui, mais je pense que j'étais avec un think tank chinois hier qui est en train de faire, la Chine est en train de faire toute une tournée en Europe parce qu'en fait, ils sont très embêtés. Ils savent pas comment prendre ce qui se passe avec M. Trump et donc ils sont en train d'essayer de faire, ça m'a bluffé, hein, l'Europe c'est merveilleux. Les Chinois qui disent l'Europe c'est merveilleux. Les Français, vous êtes très forts. Les Européens sont déçus par les Américains, donc ils vont se jeter dans les bras des Chinois. Parce que le marché européen est extrêmement important pour les Chinois. Donc ils veulent absolument se rapprocher des Européens parce que leur problème, c'est la panne économique chinoise qui a besoin de redémarrer. Pour ça, elle a besoin du marché européen. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Vous restez avec nous sur France 5 puisqu'à suivre, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Axel. Au programme, un espion nommé Siri, cet assistant vocal qui écoute et enregistre vos conversations téléphoniques ou celles que vous avez depuis votre canapé devant vos enceintes connectées. Apple est visé par une plainte en France pour violation massive des données privées. On y revient. Au programme également ce soir, la Saint-Valentin, la contrefête des amoureux et puis un témoignage, celui de Mohamed Bouafsi qui raconte sa banlieue, un paradis plus qu'un enfer dans un film documentaire à voir bientôt sur France 2. Voilà, Siri qui nous espionne, les Américains qui nous lâchent et nous espionnent, donc c'est à suivre sur France 5. Bonne soirée, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.